La vision humaine est un mauvais allié pour explorer des mondes lointains. Depuis des siècles, les inventeurs ont conçu longue-vue et télescopes, dont les oculaires, défiant les distances, nous ont aidés à explorer l'univers. Avec le temps, le progrès scientifique a permis d'envoyer sur les surfaces des planètes du système solaire des appareils équipés de caméras. Grâce à eux, nous avons pu voir de nos propres yeux les mystérieux cratères, les vallées inexplorées, les roches austères et d'autres détails des paysages extraterrestres. Mars est le favori en matière de recherche, c'est lui qui a reçu le plus de visiteurs terrestres. Qu'ont-ils donc vu sur cette planète désertique et sombre, mais tellement fascinante ? Voici devant vous un collage unique de photos martiennes, tirées des catalogues de différentes missions ayant jamais visité ce corps céleste rocheux. Salut, abonne-toi. Sur cette photo, on observe un affleurement de roches à fine couche dans la région Murray Butts du mont Sharp. Sur cette photo, on voit des roches à fine couche au même endroit. Ici, on aperçoit une pente à Murray Butts sur le mont Sharp. Sur cette photo, on aperçoit des extrémités inclinées et une exposition à plusieurs couches dans la région Murray Butts. Et voici une carte qui montre l'itinéraire parcouru par le rover depuis l'endroit où il a atterri en août 2012 jusqu'à l'endroit où il se trouvait au début du mois de mars 2016. Saviez-vous que le sable sur Mars est particulier, complètement différent de celui de la Terre ? La preuve en est le grès en relief et texturé sur le mont Sharp. Ce sont des morceaux de sol martien visibles dans les parties inférieures, gauche et supérieure de l'image. On peut les observer même au microscope comme l'a fait autrefois la sonde Phoenix. Voici un gros plan des grains de sable martien. La nuit, la National Aeronautics and Space Administration utilisait des lampes électriques pour mieux éclairer les particules de régolithe. Le revêtement du côté soulevant de la dune de sable Namib. Mais en quoi cela ne ressemble-t-il pas à l'Afrique ? Le col de Marias, la zone de contact entre deux formations rocheuses martiennes, photographiée le 22 mai 2015 d'un... Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil sur le bas-côté de la montagne Bagnold. Cette image, prise depuis l'orbite de Mars, montre une dune de sable, la première que le rover visitera. L'animation montre le mouvement des dunes, enregistré en 2010 et en 2014. Et voici la ville de Sade dans les environs du mont Sharp. La caméra de la sonde a montré un réseau de veines minérales sous la crête rocheuse du mont Sharp le 27 mars 2015. L'image montre un matériau sombre à diverses compositions chimiques présents dans les veines minérales de Sade. Regardez de plus près, devant vous se trouve un matériau sombre et fin qui remplit les fissures dans le sol. Il s'agit d'un groupe d'images, des histogrammes superposés à l'aide de l'outil Chemistry and Camera ChemCam. Comme on peut le voir sur cette image, les veines minérales du site Gorodsad varient en épaisseur et en luminosité. Ici, un contact géologique est observé où la roche pâle rencontre une montagne plus sombre située au-dessus. La photo a été prise le 21 mai 2015. Quoi de plus beau qu'un coucher de soleil dans un cratère martien ? Probablement, seul un rover terrestre a enregistré cette séquence d'images du soleil se couchant au moment du crépuscule lors du 956e sol. Cette carte montre l'itinéraire qui traverse le mont Sharp.
L'étoile verte indique l'emplacement du rover après le trajet du 16 avril 2015. La carte couvre une zone d'environ 2 km de large. Et maintenant, observons la vie des robots. La station de surveillance écologique du rover comprend des capteurs de température et d'humidité installés sur le mât du rover. Cette photo est un gros plan d'une veine minérale bicolore à un endroit appelé Ville-Jardin sur le mont Sharp. Et où est le rover? Ne s'est-il pas perdu? Le rover peut être vu sur cette photo dans la région de Pahrump Hills, dans le cratère Gale. Sur cette photo prise le 13 janvier 2015, on voit les résultats du test de la mini-perceuse nécessaire pour évaluer la roche Morave. Maintenant, le rover sait s'il peut forer à pleine profondeur pour collecter des échantillons. Ce graphique présente une comparaison entre la quantité de composés organiques, appelés chlorobenzène, trouvés dans l'échantillon de roche Cumberland et sa quantité dans des fragments de 3 autres types de surfaces martiennes. Vous allez maintenant vous retrouver au fond d'un ancien bassin. Les signes du lit d'un ancien lac martien asséché montrent un schéma typique de dépôts sédimentaires au fond, près de l'endroit où l'eau entrait dans le bassin. Cette série d'images reconstitue la géologie de la région autour du mont Sharp où le rover s'est posé. Les images ont été modifiées pour illustrer comment les dépôts peuvent s'accumuler pendant des périodes alternant entre sécheresse et humidité. L'image montre un exemple de roche à fine couche, uniformément stratifiée, que l'on trouve dans l'affleurement de Pahrump Hills à la base du mont Sharp. Ce type de roche peut se former sous la surface d'un lac. Des cristaux en forme de losange sont visibles sur cette image agrandie d'une roche martienne appelée Mojave. Ces caractéristiques enregistrent la concentration de sel dissous, supposément dans un lac en cours d'assèchement. Cette image montre un exemple de stratification entrecroisée qui se forme lorsque l'eau traverse une couche meuble de sédiments. Au premier plan, plusieurs couches de grès présentent une inclinaison systématique vers le sud, ce qui indique une accumulation progressive de dépôts deltaïques dans cette direction. Mount Sharp. Et maintenant, tournons notre regard vers le ciel. Le rover observe la comète Siding Spring qui passe près de la planète rouge le 19 octobre 2014. Sur cette image, on voit des bandes nettes de tons alternés de luminosité à l'intérieur de la formation Murray sur Mars. De telles bandes sont assez courantes, bien que leur origine soit inconnue. La photo montre une mesa dans la région de Murray Butts. Et la dernière image, un trou dans le sol martien lors de tirs laser répétés du rover Mars. Ce film au ralenti de ces images montre comment des tirs laser répétés entraînent à la formation d'un trou dans le sol martien. La zone du sol incluse dans l'image mesure environ 28 mm de diamètre. Après avoir examiné toutes les images proposées, une personne qui n'a jamais visité Mars pourra se faire une idée approximative des paysages qui attendent les colons ayant osé s'installer sur la planète rouge. Un paysage pas très accueillant, n'est-ce pas? Et la météo n'est pas réjouissante non plus. Il y a peut-être une consolation, dans quelques millénaires, nous réussirons à terraformer notre voisin poussiéreux et à en faire un clone de la Terre. Alors, tant que cela n'est pas arrivé, dépêchez-vous de profiter des paysages authentiques et martiens. La scène panoramique a été créée à partir de plus de 1000 photos prises par la caméra Mastcam. Derrière le rover, on aperçoit des zones argileuses, preuve d'un ancien environnement aquatique sur Mars. Les images utilisées pour créer ce panorama ont été prises du 24 novembre au 1er décembre 2019 entre midi local et 14 h afin d'assurer un éclairage constant. Vous avez sûrement tous entendu parler du petit Curiosity. Le rover martien, conçu par Boeing et Lockheed Martin, pesant 899 kg, a quitté la Terre le 26 novembre 2011 à bord d'une fusée Atlas Phi 541 et a atterri dans le cratère Gale le 5 août 2012.
En 2694 jours martiens, il a parcouru environ 22 km et envoyé près de 700 000 photos. La durée de fonctionnement prévue de Curiosity était de 23 mois terrestres, mais le courageux pionnier martien a largement dépassé ce délai. Grâce à son générateur de 3 kW, il fonctionne en heures supplémentaires et n'est pas dépendant de l'énergie solaire, contrairement à la plupart des autres appareils similaires. En 2020, Curiosity avait passé près de 8 ans sur la planète rouge. Comparez les photos du rover tout neuf, prêt pour le voyage en 2012, et de l'explorateur expérimenté, couvert de poussière accumulée au fil des années, en 2020. Rappelons-nous l'histoire du long voyage du laboratoire scientifique martien qui a été très justement nommé Curiosity, c'est-à-dire la curiosité. En 2012, le rover s'est posé dans le cratère Gale, nommé en l'honneur de Walter Gale, un astronome amateur qui a observé Mars à la fin du 19e siècle et a décrit les canaux qu'il avait réussi à distinguer à sa surface. Le principal point d'intérêt et l'objectif de Curiosity était le centre du gigantesque cratère, plus précisément le sommet qui s'élève en son centre, appelé le mont Sharp, ou autrement dit le mont Aeolis. Acheminer le rover sur Mars était déjà une tâche très difficile, sans parler de le faire monter au sommet de la montagne. L'itinéraire était extrêmement risqué, mais grâce aux photos prises par le rover lui-même ainsi qu'aux images orbitales, les spécialistes ont réussi à créer une carte 3D de la région. Un itinéraire optimal a été trouvé, avec plusieurs points d'intérêt à visiter en chemin. Le premier de ces points a été la dépression de Yellowknife Bay. Sa surface était autrefois remplie de roches sédimentaires apportées par des flux d'eau depuis le bord du cratère Gale. Un environnement favorable à la vie microbienne s'y est formé, qui a presque certainement existé ici dans un passé lointain. La crête rocheuse de Point Lake est devenue une sorte de frontière entre Yellowknife Bay et les collines de Parampe. Cette petite crête mesure environ 1 mètre, mais même cette hauteur aurait pu causer un problème majeur. Pour Curiosity, la direction initialement choisie semblait trop raide, il a donc été décidé d'envoyer le rover sur un itinéraire plus pratique. Curiosity monte plus haut, il se retrouve dans les collines de Parampe, juste au pied du mont Sharp. Puis apparaît l'étonnant paysage de la formation Kimberley. Les roches photographiées confirment que le cratère contenait une importante réserve d'eau. Ici, le rover est proche des veines minérales de Garden City. Les photos de cette formation géologique sont d'une grande importance pour la science, car elles montrent clairement la fracture des veines dans des failles étroites et même profondément enfouies. La roche Whale Rock, ou pierre de baleine, est un exemple frappant tiré du manuel de géologie de la stratification croisée des couches rocheuses, également connu sous le nom de stratification entrecroisée. Ce phénomène représente une superposition à l'intérieur d'une couche et sous un angle par rapport au plan principal de dépôt. En conséquence, les structures sédimentaires forment des unités à peu près horizontales composées de couches inclinées. Seule l'eau et les courants d'air peuvent exercer un tel effet sur la roche. Bienvenue au prochain point de l'itinéraire des dunes de Bagnold. Le paysage ici est radicalement différent de ce que nous avons vu auparavant. On peut dire qu'il devient véritablement extraterrestre. La dune Namib, haute d'environ 4 mètres, se distingue. Ces images ont pour la première fois immortalisé des dunes de sable hors des déserts terrestres. Malgré la beauté incroyable de ces lieux, les sables recèlent un danger. Ici, il était difficile pour Curiosity de ne pas répéter le triste sort du précédent rover martien, Spirit, qui, en mai 2009, s'est enlisé dans un piège de sable et n'a pas pu s'en sortir. Le dernier contact de Spirit avec la Terre a eu lieu le 22 mars 2010.
Après avoir surmonté tous les dangers, la route de Curiosity passe par le plateau rocheux Murray Butt. C'est là que le voyageur martien s'est félicité lui-même pour son 4e anniversaire en chantant la célèbre chanson anglaise. Aux félicitations se sont naturellement joints tous les employés de la National Aeronautics and Space Administration, qui s'inquiètent sincèrement pour leurs protégés. Enfin, notre rover descend du plateau et retourne dans les dunes de Bagnold, se retrouvant devant une petite élévation appelée plage d'Ogunkit. Et voici le roulement de tambour. Curiosity se trouve au pied du mont Sharp. Cet endroit s'appelle la crête Vera Rubin. La géologie inhabituelle de ces lieux a été façonnée par le vent. Au sommet de l'élévation, on a une vue sur tout le chemin déjà parcouru. Le rover, à un endroit appelé Glentif, Curiosity s'est accordé une pause et a pris un selfie. Tous les doutes concernant la présence d'eau sur Mars ont disparu lorsque le rover s'est retrouvé dans la région de Teal Ridge. Même un œil non initié à la minéralogie peut immédiatement déterminer que le sol ici est constitué d'une ancienne argile desséchée. Ce voyage ne sera que le début de la mise en œuvre du plan global d'Elon Musk visant à transformer l'humanité en une espèce multiplanétaire. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, SpaceX doit établir la première base sur Mars et, après un certain temps, la première ville martienne. Mais comment les premiers colons réussiront-ils à établir une base sur Mars ? Quelles règles devront-ils suivre ? Et que faudra-t-il faire pour construire une ville autonome sur Mars ? À leur arrivée sur Mars, les premiers volontaires devront choisir un lieu pour établir la colonie. On sait que la surface de Mars est beaucoup plus radioactive que celle de la Terre. De plus, le régime de température à la surface est également très différent de celui de la Terre. La température moyenne sur Mars atteint environ moins 40 degrés Celsius, alors que la moyenne sur notre planète est de plus 14 degrés. L'habitat des premiers Martiens sera très probablement construit sous la surface de la planète rouge. Par la suite, si les circonstances sont favorables, des constructions plus complexes pourront être érigées à la surface. Il est prévu de les recouvrir d'une fine couche d'eau qui devra servir de protection contre les radiations. Cependant, transporter d'importants volumes de matériaux et d'eau sur Mars pour réaliser ce miracle technologique exigera d'énormes investissements financiers. Si la première colonie martienne est destinée à devenir de grandes villes, les colons devront utiliser les matériaux trouvés sur Mars. Mars offre heureusement de nombreuses ressources utiles. La planète possède des métaux comme le fer, le magnésium et l'aluminium, et l'électricité peut être produite grâce à des panneaux solaires. L'oxygène est présent dans l'atmosphère de la planète et la glace sous la surface peut fournir de l'eau. Mais dès que les Martiens commenceront à exploiter ces ressources pour leur propre usage, qui deviendra le véritable propriétaire de ces richesses ? En 1967, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union des républiques socialistes soviétiques ont signé le traité spatial. Selon ce traité, aucun État ne peut revendiquer la propriété d'un corps céleste ou d'une partie de celui-ci, et la souveraineté des États ne s'étend qu'aux objets spatiaux qu'ils ont eux-mêmes lancés. Ainsi, les habitants de Mars pourront gérer eux-mêmes leurs ressources et même créer leurs propres lois concernant leur utilisation. Pour l'instant, tout semble très prometteur, mais l'histoire nous enseigne que la création d'une nouvelle colonie comporte toujours des risques. En mai 1607, 104 personnes ont débarqué à Jamestown, première colonie anglaise sur le sol des États-Unis actuels. En janvier, seules 38 personnes survivaient, la plupart étaient mortes de maladies, de faim ou tuées par des Amérindiens hostiles. Fonder une colonie sur une autre planète sera une tâche encore plus difficile, peut-être presque impossible, mais réalisable. De nombreux scientifiques estiment que le moment de coloniser d'autres corps célestes n'est pas encore venu. L'astronome Vladimir Georgievitch Sourdine estime qu'il serait bien plus facile et efficace de concentrer nos efforts sur la colonisation et l'exploitation du Sahara, de l'Antarctique ou du Groenland. Il existe encore sur Terre des espaces dont la mise en valeur est bien plus simple. Pensez par exemple à la Sibérie presque inhabitée et au bassin des océans du monde, pour se protéger des conflits liés aux ressources minérales. Les colons doivent créer une économie commune avant d'arriver sur Mars, et cette économie doit reposer sur le commerce des ressources locales ou sur le soutien d'une nouvelle monnaie martienne. Pour que ce modèle économique fonctionne, un leadership local solide sera nécessaire.
Dans le même temps, les premiers colons ont la possibilité, en tirant les leçons des erreurs de leurs prédécesseurs sur Terre, de créer un modèle de société beaucoup plus juste. Elon Musk suppose que la meilleure forme de régime politique pour les colonies martiennes serait la démocratie directe, où chacun pourrait voter pour accepter ou rejeter une décision importante pour toute la colonie. Il estime que la démocratie représentative, présente depuis longtemps sur Terre, est sujette à la corruption et inadaptée aux jeunes colonies martiennes. Un autre problème est la menace possible de guerre. Les colons seront confrontés à une grave pénurie de ressources si par exemple les systèmes d'extraction d'eau et de minéraux ne fonctionnent pas aussi efficacement que prévu. De plus, imaginez l'état d'esprit d'une personne qui se retrouve aussi loin de chez elle. Plus il y aura de colons, plus ils risquent d'être divisés selon des critères linguistiques, nationaux et idéologiques. Sans contrôle approprié, tous ces facteurs peuvent conduire à un chaos total, à une augmentation des troubles mentaux et, malheureusement, à la guerre. Pour l'instant, il est difficile d'appeler Mars une maison accueillante, mais imaginez simplement, la première génération d'enfants nés sur Mars, pour eux, il est tout à fait possible que ce soit leur véritable foyer. Les abris souterrains, les tempêtes de sable et les radiations leur deviendront aussi familiers que nos rues, océans et montagnes enneigées. Pour eux, la Terre restera toujours étrangère. Il est difficile de dire aujourd'hui si l'entreprise d'Elon Musk et de tous ceux qui rêvent de conduire l'humanité dans l'espace et de coloniser d'autres mondes sera couronnée de succès. Mais il semble indéniable qu'un tel grand rêve pourrait unir l'humanité. Peut-être qu'ils vivaient tous leurs problèmes ici sur Terre, mais peut-être qu'en nous unissant pour un objectif aussi grandiose que la colonisation de Mars, nous pourrons oublier nos préjugés terrestres. Mettez un like si vous croyez que des villes humaines s'élèveront un jour sur les terres martiennes et écrivez-le dans les commentaires. À quels autres problèmes les premiers habitants de Mars pourraient-ils être confrontés et selon vous, qu'est-ce qui pourrait les résoudre? La suite, admirez. Un tourbillon de poussière martienne dans le cratère Gale Sol 1597. Ces images montrent les effets observés en une journée martienne, illustrant le vent de sable sous le châssis du rover. Et cette photo nous ramène dans le passé ancien de Mars montrant le vent de sable. Ce réseau de petits polygones à la surface de la roche martienne, près du bord droit, s'est peut-être formé à la suite de fissures dans la boue en train de sécher il y a plus de 3 milliards d'années. Et encore une photo intéressante, au premier plan, on voit des pierres aux teintes pourpres près de l'emplacement du rover à la fin de l'année 2016 sur le mont Sharp. Voulez-vous jeter un coup d'œil à une météorite de fer-nickel frappée par le laser du rover le 30 octobre 2016 ? Il convient de noter que la pierre sombre, à la surface lisse, a été minutieusement étudiée à l'aide d'impulsions laser et confirmée comme étant une météorite de fer-nickel. Voici un 360 degrés du rover sur Mars, c'est ainsi que ressemble notre voisin austère. Ce selfie du rover martien montre le véhicule sur le site de forage Kela dans la région de Murray Butte, sur le mont Sharp, Butte M9A à Murray Butte, sur Mars. Le sommet de la colline sur cette image de la caméra MA est à environ 5 mètres au-dessus et de 5 mètres au sud-est du rover. Vous voulez voir les images de la série Adieu à Murray Butte? Les voici. Cette photo montre l'affleurement d'une colline avec des roches stratifiées à Murray Butte sur le mont Sharp. En regardant toutes les images proposées, une personne qui n'a jamais visité Mars pourra se faire une idée approximative des paysages qui attendent les colons ayant osé s'installer sur la planète rouge. Un paysage pas très accueillant, n'est-ce pas? Et le temps n'est pas réjouissant non plus. Il y a peut-être une consolation, dans quelques millénaires, nous réussirons à terraformer notre voisin poussiéreux et à le transformer en un clone de la Terre. Alors, tant que cela n'est pas arrivé, dépêchez-vous de profiter des paysages authentiques et martiens. Non, vous savez, c'est déjà beaucoup d'informations pour aujourd'hui. On reportera le récit à la prochaine vidéo. Pour publier cette vidéo, effectuez le rituel magique. Placez le curseur sur le pouce en l'air sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour activer les notifications des nouvelles vidéos.
Pour cela, il suffit d'appuyer sur ce bouton et de cliquer sur cette cloche. Faites-le, l'univers vous en sera reconnaissant. Merci et à bientôt. Sous-titre d'Imatorzok.